podcast Binge Audio. Est-ce que vous connaissez le nom des parties intimes de votre corps ? Ah oui. La partie là, le zizi. Il y a le sexe, le zizi et les fesses. Et il y a aussi les seins, mais c'est que pour les femmes. Il n'y a pas des hommes qui ont des seins. Enfin, je sais pas. Et pour les hommes, ça s'appelle les tétons. Non, mais il y a aussi la zizette. Ils ont du zizi, mais si c'est une fille, il y a zizette. Moi, je voulais dire une autre chose, c'était les testicules aussi. Ah oui, sur les fesses, les testicules. C'est le petit sac qui est devant ton zizi. Est-ce que quelqu'un connaît le vrai nom du zizi ? La zigounette. Ça s'appelle le pénis. On a le tennis, le phénix. C'est un phénix ? Si pour les garçons c'est le pénis, pour les filles c'est la... Pénis. Pénis. La fernus. La ville. Non. La vulve. La vulve. C'est dur à dire. La vulve. C'est bon. Oui, bon, je reconnais que je suis pas hyper à l'aise d'entendre mes élèves dire ça. Vulve et pénis. Mais je suis aussi très fière qu'elles connaissent le vrai nom de leur partie génitale à 7 ans. Moi, j'ai dû attendre d'être adulte pour les découvrir. Ah bon, t'es trompée. J'ai trouvé une autre partie. Il y a des filles si tu veux là. C'est quoi ? Les pieds, on les voit jamais. Cette année, j'enseigne en CE1 dans un quartier parisien encore assez mixte socialement. Mes élèves ont 7 ou 8 ans et elles me fatiguent beaucoup, mais je les adore. Non mais Elliot, la lumière s'il te plaît, Alicia. Elliot, je sais plus quoi dire en fait. Attends, quand t'arriveras à trouver un endroit où tu vas pas la perdre, c'est les mots. Ce cours d'anatomie, je l'ai pas fait par hasard. C'est le résultat d'une longue réflexion. L'école, ce n'est pas un cocon hors du monde. C'est une micro-société. Où c'est que t'as entendu ça? C'est mon papa parce qu'à chaque fois, dans sa voiture, il arrête pas de dire des gros mots. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture? Espèce de connasse. Allez, bouge ta caisse, connasse! Putain, casse-toi! Ah, les gonzesses! Tout ce qui arrive dehors arrive aussi à l'école. Et quand j'ai commencé à enseigner, il y a 4 ans, je l'ai vite constaté. Violence physique, réflexion sexiste, insultes homophobes ou racistes, agressions entre élèves. Tout ça, c'est très fréquent. Mais j'ai aussi fait face à leur ignorance sur tout ce qui touche à leur corps et son fonctionnement. Alors au début, je traitais au cas par cas, en prenant les élèves en privé, ou alors on pouvait avoir des discussions en classe. Et puis à force, je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose de plus construit, avec des objectifs, une progression, des ateliers, comme un cours quoi. Un cours pour leur expliquer comment leur corps est fait, pour leur parler de relations, de consentement, pour apprendre à régler des conflits sans violence, pour les aider à comprendre les discriminations dont elles sont témoins ou victimes et qu'elles reproduisent eux-mêmes à l'école. Et puis pour les informer sur leurs droits, tout simplement. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement. Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux ? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de votre corps. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait pas avec son ami ? Et tout ça, ça existe déjà. Ça s'appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et jusqu'ici, je l'ignorais complètement. Mais en France, c'est un enseignement obligatoire depuis 2001. D'après la loi Aubry du 4 juillet 2001 sur la contraception et l'IVG, chaque enfant, du CP à la terminale, doit bénéficier de 3 séances chaque année. Mais là, je me demande ce que je peux bien raconter à des enfants de 3 à 10 ans sur le genre, les relations, la sexualité. Qu'est-ce qu'ils savent déjà ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Est-ce que je ne risque pas de les traumatiser ou d'en faire des obsédés sexuels ? Est-ce que je ne devrais pas laisser ça aux parents ? Et puis, comment transmettre quelque chose qu'on m'a jamais appris ? J'ai mené ces séances dans ma classe de CE1 et j'ai tout enregistré. Avec quelle partie du corps on fait les bébés ? Est-ce que
quand on est une fille, on peut être amoureux que des garçons. Est-ce qu'il y a des garçons dans cette classe qui aiment bien mettre des robes et des jupes ? J'ai envie de savoir à quoi ressemblerait une société qui offrirait à tous ses enfants une éducation relationnelle, affective et sexuelle digne de ce nom. Qu'est-ce que ça changerait dans nos relations ? Est-ce que ça pourrait les rendre moins violentes, plus égalitaires ? Ça veut dire quoi être amoureux ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux ? Est-ce que ça pourrait rendre l'amour possible ? C'est quoi l'amour, maîtresse ? Une série documentaire de Lolita Rivet. Épisode 1, c'est pas de ton âge. L'école doit d'abord apprendre à lire, écrire et compter aux enfants. On l'entend souvent, c'est la priorité absolue. Et puis les profs n'ont déjà pas le temps de finir les programmes. Alors pourquoi se rajouter une charge en plus ? Sauf que l'éducation à la sexualité n'est pas qu'un gadget ou un bonus dans les apprentissages. Elle est essentielle. Comment être disponible pour apprendre tes tables de multiplication si tu vis des violences à la maison ? Et comment t'intéresser aux cours de géo si t'es harcelé dans la cour de récré ou sur les réseaux sociaux ? La vague MeToo nous a au moins appris une chose. Les violences sont bien plus répandues que ce qu'on imaginait. Dans les couples, dans les familles, sur Internet et à l'école. L'éducation à la sexualité, c'est la première pierre pour briser ce cercle vicieux. Prévenir, couper le mal à la racine plutôt que de réparer les dégâts plus tard. J'ai pas eu la chance d'avoir ces cours, moi. Je suis née en 1987. Et mon éducation à la sexualité s'est plutôt faite par le vide. Tout vous saurez tout sur le zizi. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai appris dans la cour d'école. Jusqu'au collège, je croyais que le papa mettait la graine dans le ventre de la maman avec une pipette. C'est dans les magazines pour ados de qualité, comme Jeune et Jolie, que je suis tombée pour la première fois sur le mot clitoris. Les garçons, eux, avaient un zizi. Ça avait l'air incroyable puisqu'on en faisait des chansons et qu'on les dessinait partout. En 2001, le guide du zizi sexuel de Titeuf, écrit par Zepp, est un succès. Il s'adresse surtout aux garçons et me confirme encore que le sexe, c'est le pénis. J'ai eu mes 2 séances de prévention en 3e. L'infirmière scolaire nous a expliqué comment ne pas tomber enceinte, comment ne pas choper de MST. Et puis, c'est tout. Pourtant, l'éducation sexuelle est encore plus ancienne que ça en France. Officiellement, elle est entrée dans les collèges en 1974, avec la circulaire Fontanet, du nom du ministre de l'Éducation de l'époque. L'information sexuelle sera dorénavant faite dans le cadre des classes et des programmes de sciences naturelles. Dans le secondaire, en 6e, 5e, 1re et terminale, ces cours seront naturellement obligatoires et faits par les professeurs de biologie. On est juste après mai 68, les adultes sont inquiets. Élise Devielle est sociologue à l'université de Caen. Elle est spécialisée sur les questions de genre et de sexualité. Sont inquiets pour les jeunes, pour la sexualité des jeunes. On se demande si ils vont en savoir assez sur la contraception, sur l'avortement. On se demande ce qu'ils vont faire de ces nouvelles libertés. On s'inquiète beaucoup des grossesses des adolescentes, par exemple. On veut vraiment que ces nouvelles libertés soient utilisées avec responsabilité. En 2001, cette fois-ci, on est plutôt après l'ère SIDA et donc on a besoin d'une part que les élèves soient très au courant de comment est-ce qu'on utilise un préservatif et puis il y a l'idée que l'éducation à la sexualité serait une composante essentielle de la construction de la vie citoyenne et que ça doit être partie intégrante de cette éducation. En 2021, un rapport du Sénat sur l'éducation sexuelle a révélé que seuls 15% des élèves en bénéficient. Une enquête du collectif féministe Nous Toutes a fait le même bilan en 2022. Les petits Français et les petites Françaises reçoivent moins de 3 séances durant toute leur scolarité. Attends, CPC, 1 CM de seconde, terminale, ça fait 12 fois 3, 36. 3 heures au lieu de 36.
Début 2023, 3 associations ont même porté plainte contre l'État français pour manquement à ses obligations. Alors comment expliquer qu'on en est encore là 50 ans plus tard ? D'abord, c'est le fait que les personnes responsables de la bonne application de cette loi, ce sont les chefs d'établissement qui ont plein d'autres prérogatives. Et l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui n'est jamais en haut des priorités. L'absence de sanctions aussi, en cas de non-respect de la loi, fait que c'est assez facile de s'exonérer de cette responsabilité. Ensuite, il manque de moyens humains. C'est généralement les profs de sciences de la vie et de la terre et puis les infirmières scolaires qui se chargent de ces quelques séances. Ça permet au reste des équipes éducatives de faire comme si ça ne les concernait pas. Et par ailleurs, les formations sont assez peu accessibles pour les personnels éducatifs, de qualité très variable d'une académie à l'autre. Donc concrètement, il n'y a pas assez de monde pour effectuer ces 3 séances par an et par élève. Et puis, on craint vraiment les polémiques, les plaintes des parents d'élèves, et les initiatives locales sont souvent critiquées. Et donc, voilà, chaque polémique va avoir tendance à décourager les équipes éducatives de se lancer dans l'éducation à la sexualité. Ça fait que les gens se découragent et finissent par abandonner ces séances aussi. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Depuis mon enfance, il s'en est passé des choses. L'explosion du porno sur Internet, le mariage pour tous, MeToo. Mes élèves sont nés en 2015. C'est dans cette culture qu'ils et elles grandissent. Encore plus que moi à leur âge, leur génération a besoin qu'on leur donne des outils pour entrer sereinement dans l'adolescence. Alors cette année, je me lance. Entre la conjugaison du futur simple, la découverte des polygones et du cycle des saisons, je vais faire des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On commencera par nommer les parties de leur corps pour comprendre à quoi elles servent et comment ça fonctionne. Ensuite, on parlera d'intimité et du respect de son propre corps et de celui des autres, des violences aussi, et puis d'égalité et d'amour. Sauf que pour les profs, il n'y a pas de protocole, de manuel officiel de la bonne éducation à la sexualité, pas de parcours fléché. Les formations sont rarissimes quand elles existent, et tout ce dont on dispose, c'est des ressources qu'il faut aller dénicher sur le site du ministère de l'Éducation nationale, Canopé. Comment répondre aux questions de nos enfants sur la sexualité ? Je contacte une conseillère en santé sexuelle infantile. 1. Montrer à l'enfant que l'on est ouvert à la conversation. Oui, c'est un métier qui existe. Myriam Félix s'est formée à l'IARE, l'Institut de l'accompagnement respectueux de l'enfant. 2. Retourner la question à l'enfant. Je l'ai découverte via son compte Instagram, Waouh Mimi, sur lequel elle poste plein de vidéos explicatives super bien faites à destination des parents. 3. Pensez que vos valeurs et vos croyances sont transmises à l'enfant par vos réponses et vos silences. Elle intervient dans les écoles, forme des professionnels de la petite enfance, mais elle reçoit aussi de nombreux parents, très mal à l'aise dès qu'il s'agit de parler de sexualité à leurs enfants. Il y a énormément de tabous, et donc on n'en parle pas. Nous, en tant qu'adultes, on a été plus ou moins éduqués là-dedans. Donc c'est difficile de construire quelque chose sur un socle où il n'y a pas de base. C'est-à-dire que c'est vierge, il n'y a rien. On commence par quoi ? Moi, c'est des questions que les parents me posent énormément en me disant « mais j'ai peur de mal faire, j'ai peur de trop dire, j'ai peur de pas assez en dire. Et si elle ou il avait encore des questions et qu'il n'osait pas m'en parler, etc. » Alors que l'enfant, en réalité, il nous lance des petites perches au quotidien qu'on ne veut pas forcément voir. Parce qu'on est très limité en termes de pensée et en termes de croyances autour de la santé sexuelle. Il suffit qu'on ait des enfants qui soient face à des adultes qui sont pleins de tabous, qui n'osent pas parler de certaines choses. Et donc, en fait, la discussion se ferme. Que fait maman, elle caresse. Que fait maman, elle pince. Aïe, aïe, aïe. En 2022, l'enquête Opinionway pour la Maison des femmes de Saint-Denis a montré que c'était toujours pas un sujet évident. 2 parents sur 3 n'ont jamais parlé de consentement à leur enfant. Et 4 parents sur 10 ont peur de les choquer s'ils leur parlent de sexualité. Que fait maman, elle danse, 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 danse. Je comprends que c'est un sujet compliqué. D'autant plus depuis que je suis mère. Moi aussi, j'ai grandi avec ces tabous. Et je fais de mon mieux pour ne pas les transmettre à ma fille de 2 ans.
Aujourd'hui, on ne peut pas nier que les enfants, ils grandissent dans notre société. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en forêt, dans une hutte, planqués. Ils sont soumis à la société et à tout ce qu'on leur véhicule à travers la pub, à travers nos comportements d'adultes, sur les écrans, ou même dans la rue. En fait, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc à un moment, c'est dire quoi ? C'est dire on n'en parle pas ? Bah oui, les enfants n'attendent pas l'adolescence pour entendre parler de sexualité ou même en voir. Rappelons que l'âge moyen de la première exposition à des images pornographiques, c'est 10 ans. S'il ne faut pas en faire une fatalité, on ne peut pas non plus faire l'autruche. La dernière fois, on a fait une séance sur quoi, Thelma ? Est-ce que tu te souviens ? On a appris que le vrai sexe des femmes, c'était la vulve. Et le pénis pour les garçons. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents ? Non. Elle m'a dit c'est des bêtises. En fait, elle n'était pas trop d'accord pour parler de ça. Alors pourquoi il y a des adultes qui pensent que c'est pas bien, d'après vous ? Parce qu'après, on peut redire à d'autres gens à le dire. Comme si c'était un gros mot dans certains cas, dans d'autres cas, non. Je pense que vos parents, on leur a peut-être pas dit quand ils étaient petits, donc ils pensent que c'est des gros mots, mais c'est pas des gros mots. Pénis et vulve, si je le dis, c'est bien que c'est pas des gros mots. Est-ce que je vous dirais des gros mots, moi ? Non. Jamais je dirais des gros mots. T'as levé la main ? Ce jour-là, je prends conscience de l'impact que ces séances peuvent avoir sur mes élèves. Des conflits de loyauté que ça peut faire naître. Qu'est-ce que ça fait d'entendre sa maîtresse dire une chose et ses parents le contraire ? C'est des fesses ? En attendant, je dois bien terminer ma séance. Tout ça, c'est des pénis, tout ça ? Aujourd'hui, j'apporte 2 livres que mes élèves ne connaissent pas. Les petits illustrés de l'intimité, de Tiffaine Dieu-me-garde et Mathilde Baudy. 2 magnifiques ouvrages pour les enfants. L'un sur le pénis, l'autre sur la vulve. Je leur propose de les regarder ensemble, en groupe non mixte, pour qu'ils soient plus à l'aise. Moi, ça m'arrive souvent parce qu'il est dur et j'arrive pas à le baisser. Évidemment, je ne force aucun enfant à le faire. Il est important de respecter la pudeur de chacun et chacune. Le pipi, il reste tout le temps comme ça et après, quand ça descend, le pipi, il va en l'air. Est-ce que quand tu tires, ça fait mal ? Parce que moi, il y a des moments où j'ai tiré entre deux et ça faisait mal. Quand tu appuies sur les testicules. Ah, mais là, il compare. C'est celui quelle page 44 ? Ah, vas-y, j'y vais. Ici, on dirait qu'il y a une fleur qui grandit. Bon, il y a quelque chose que je leur explique pas encore, c'est que toutes les filles n'ont pas une vulve et tous les garçons n'ont pas un pénis. Mais les transidentités, je leur en parlerai plus tard. Alors, comment on appelle ce petit trou là ? L'anus. Ouais, l'anus, ça sert à quoi l'anus ? Je sais pas. C'est là où le pipi passe. C'est pour que la graine passe. C'est pour que le bébé il sorte. Vu leur réaction, je me rends compte que cette séance, c'est pas du luxe. Les enfants ne savent pas comment leur corps est fait. Pourtant, nommer correctement les parties de son corps, c'est indispensable pour comprendre comment il fonctionne. Et puis, le vivant, l'hygiène corporelle, le système digestif, tout ça, c'est au programme de CE1. C'est de leur âge. C'est pour que le caca il sorte. Mais aussi, je voulais dire que si on se tire bien ici, on pouvait voir le gros trou. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu dans le bain. Là, les grandes lèvres et les petites lèvres. Tu connaissais déjà, toi ? Ouais. Ça s'appelle le clitoris. C'est une autre partie de la vulve qui est tout en haut. On appelle bien les épaules épaules, les genoux genoux et le nez un nez, et pas le zigouigoui qui dépasse du visage. Pourquoi les parties génitales sont les seules parties de notre corps qui devraient être tues ? Donner cette connaissance aux enfants, c'est leur donner du pouvoir sur eux-mêmes. Ça fait des guilis des fois quand on la touche. Le problème, c'est que moi, ça me fait pas de guilis. Ça ressemble à des testicules. Oh là, mais c'est un chameau, ça. Je me mets à rêver de ce que ça aurait changé dans ma vie de recevoir cette éducation.
de savoir que j'avais une vulve, un clitoris, et que cette partie de mon corps pouvait me procurer beaucoup de plaisir, que c'était normal et très joyeux, et pas honteux ni sale. J'aurais sans doute débuté ma sexualité avec d'autres réponses que celles du porno ou des rumeurs de cours d'école. J'aurais aimé qu'on me répète que personne ne pouvait m'imposer quoi que ce soit, qu'il fallait que je sois à l'écoute de ce que je ressens, que c'était ça qui devait me guider. Je crois que j'aurais mieux grandi, que mes relations amoureuses et amicales auraient été plus saines, et ma vie sexuelle plus heureuse et plus libre. Et voilà, fin de l'histoire. Mais c'est à peine le début en fait. Parce qu'en me lançant dans cette aventure avec mes élèves, j'ai découvert des gens qui font la guerre à l'éducation sexuelle dans notre pays. Une guerre culturelle avec pour champ de bataille l'école. Des collectifs de parents d'élèves, mais aussi des politiques, ou encore des pédopsychiatres persuadés que les défenseurs de l'éducation sexuelle traumatisent les enfants, veulent les endoctriner, voire même en faire des proies pour les pédophiles. Quand tu as un enfant qui est immature biologiquement, qui est en pleine croissance, en pleine maturation relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il y a quelque chose qui relève du trauma. À suivre dans Le Cœur sur la table.